Bonjour. Infirmier en soins palliatifs à l'hôpital de Metz, il raconte et dessine son quotidien sur Instagram depuis 2017 et en BD depuis 2020. Avec Constellation, son 4e album aux éditions Le Lombard, il nous fait vivre des rencontres tantôt drôles, tantôt émouvantes, mais toujours pleines d'humanité, de vie, de tendresse et de lumière. L'homme étoilé est l'invité de Sarah Polacci, tout de suite dans Délivrez-vous. Bonjour. J'allais dire bonjour l'homme étoilé, mais je ne sais pas si je dois vous appeler l'homme étoilé ou si on se parle en se disant tout simplement bonjour Xavier. Xavier, c'est très bien. C'est le prénom que je découvre moi dans la bande dessinée, on y reviendra, mais dans la dernière Constellation, il y a une toute belle histoire autour du prénom, où une de vos soignées a un fils qui s'appelle aussi Xavier. Elle le trouve d'ailleurs très beau ce prénom, un prénom, dit-elle, assez rare, et vous êtes content, vous, de rencontrer votre homonyme. Xavier, pas de nom de famille qu'on ne connaît pas et que vous laissez un petit peu dans l'ombre. On va revenir en tout cas sur votre parcours de dessinateur, mais aussi votre travail, parce que les deux sont mêlés, votre travail de soignant en soins palliatifs. Et pour rester juste sur votre nom, c'est une soignée, qui vous a appelé l'homme étoilé à cause de vos tatouages. Et je voudrais bien savoir où est l'étoile qui l'a intrigué, qui vous a fait vous appeler l'homme étoilé. Il n'y en a pas qu'une, je crois. Il y en a 3, oui. Voilà, et il y en a une grande et il y a 2 petites. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de ces étoiles? L'histoire de ces étoiles ou l'histoire de ce petit nom? D'abord des étoiles et puis après de ce petit nom. L'histoire des étoiles, c'est un hommage que je rends à mon arrière-grand-mère, ma nénène comme on l'appelait, qui vivait sur la Côte d'Azur. Elle a fait une mauvaise chute à l'âge de 89 ans qui nous a obligés à la rapatrier à Bruxelles. Moi je suis bruxellois. Pour la soigner, s'occuper d'elle. Et c'était une petite dame de caractère, donc elle l'a très mal vécu. Et du jour où elle est arrivée à Bruxelles, elle s'est murée dans le silence jusqu'à la fin de sa vie. Et étrangement, je pense que si ça a été vécu avec beaucoup de douleur par le reste de ma famille, moi, c'est des moments que je porte haut dans mon cœur. Parce que j'avais ma nénène près de moi, tous les jours, là où je la voyais une fois par an avant. Et même si elle ne parlait plus, on communiquait énormément par le regard, par le toucher aussi. On passait des heures entières à se caresser les bras. Et par le sourire. Et quand j'ai commencé mes études d'infirmier, j'avais une soif de relations. J'avais envie d'aller à la rencontre de mes patients, de les soigner autrement que simplement par l'administration d'un médicament, mais avec ce que je suis. Et c'est au contact des personnes en fin de vie que le souvenir de mon arrière-grand-mère m'est très souvent revenu à la mémoire et que je me suis rendu compte que cette expérience, je cherchais à la reproduire en fait depuis des années. Le tatouage, c'est un hommage à un moment en particulier qui s'est passé après son enterrement, ses funérailles. Mon grand-père paternel, c'était mon arrière-grand-mère maternelle, nous avait trouvé des places pour un match de foot auquel il ambitionnait de nous emmener, mon frère et moi, alors qu'on n'est pas du tout captivés par le foot et par le sport même en général. Et mes parents ont insisté pour qu'on y aille malgré tout parce qu'ils se sont dit que ça nous changerait les idées. Et pendant tout le match, en fait, mon frère et moi, on s'est rendu compte qu'on était absorbés par la même chose. Il y avait une étoile dans le ciel qui brillait beaucoup plus que les autres. Et on fixait cette étoile, lui et moi. Et à la mi-temps, quand mon grand-père est parti nous chercher des boissons, mon frère m'a pris dans ses bras et il m'a dit « c'est Nénène qui est montée au ciel pour veiller sur nous ». Donc la grande étoile représente mon arrière-grand-mère qui veille sur ses 2 arrière-petits-fils. Et les 2 petites, c'est vous 2. C'est vous et votre frère. Et c'est à nouveau une vieille dame que vous soignez, qui va vous appeler l'homme étoilé à cause de cette étoile-là. Finalement, est-ce qu'à ce moment-là, la boucle est bouclée? Est-ce qu'à ce moment-là, ça redonne, ou ça, en tout cas, ça confirme le sens que vous avez donné à votre choix professionnel? En tout cas, j'ai accueilli ce petit nom qui finalement n'est rien d'autre que, comment dire, un manque d'attention de sa part à cette patiente. Je l'ai appelée Blanche
parce qu'elle voit tout simplement pas mon nom sur ma blouse, et donc elle me nomme à ces étoiles qu'elle voit sur mon bras. Mais moi, je l'ai accueilli comme une petite victoire, parce que ça faisait 5 jours que je galérais à tenter d'apporter un petit peu de vie à cette patiente qui était murée dans une profonde tristesse, parce qu'elle savait qu'elle viendrait à décéder dans notre service. Et du haut de ses 80 ans, elle n'était pas prête. Et le jour où elle m'appelle l'homme étoilé, c'est le jour où j'arrive à faire entrer un petit peu de vie dans sa chambre. On se rencontre sur Brel, qu'elle me dit du bout des lèvres qu'elle aimait quand elle était plus jeune. Et je suis tellement heureux qu'elle m'ouvre cette porte que je lui mets du Brel à fond, que je chante et que je danse sur Brel dans sa chambre. Et le lendemain, quand sa fille vient lui rendre visite, elle la retrouve en train de sourire. Elle me dit que c'était plus arrivé depuis très longtemps. Et quand elle lui demande pourquoi elle sourit, Blanche lui répond « c'est l'homme étoilé qui m'a mis du Brel ». Et j'aime le côté, entre guillemets, un peu super-héros de ce pseudo, mais j'oublie pas non plus qu'au final, d'une part, il concentre tous les efforts que j'ai mobilisés dans la chambre de cette patiente, et d'autre part, il concentre aussi tous les efforts que tous les soignants de soins palliatifs mobilisent chaque jour dans les chambres de chaque patient. L'homme étoilé, finalement, c'est jamais qu'une patiente qui n'a pas vu mon prénom et qui me désigne comme ça. Et donc, je trouvais qu'il avait cette petite connotation de super-héros, et en même temps, il désigne tous les soignants de soins palliatifs. Et tous les soignants qui, même en dehors des soins palliatifs, ont à cœur de tenter d'apporter un petit peu de vie dans la chambre de leurs patients. Et certains soignants en soins palliatifs qui vous remercient de raconter par le dessin, par la bande dessinée, leur quotidien, votre quotidien, on y reviendra aussi. Mais finalement, ce travail que vous avez choisi de soigner en soins palliatifs, qui est un métier très particulier, nourrit aussi votre dessin, vos histoires depuis quelques années. L'aventure est incroyable, elle démarre en 2017 sur les réseaux sociaux. Vous avez maintenant des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes maintenant édité dans des grandes maisons d'édition. L'aventure a démarré en 2017. Le dessin était-il déjà là avant de travailler? Est-ce que vous dessinez depuis petit? Est-ce que vous êtes comme certains dessinateurs qui disent que finalement ils n'avaient pas beaucoup de mots et leurs mots c'était le dessin, que leur façon de raconter leur vie c'était de passer par le dessin? Ou est-ce que le dessin est venu sur le tard? Est-ce que le dessin est venu avec, en même temps que les soins palliatifs et que le rapport que vous aviez très particulier avec les soignés? J'ai toujours dessiné, j'ai toujours été passionné d'art graphique de manière générale, de bande dessinée en particulier, j'en consomme énormément. La force du dessin, c'est justement de pouvoir faire l'économie des mots. C'est ce que j'aime justement dans certaines des histoires que je raconte, c'est ces petits moments suspendus dans le temps où on peut justement se passer des mots et où tout passe par un regard, par un geste. Je pense que c'est pour ça que le dessin m'est apparu comme une évidence quand j'ai ambitionné de raconter ces rencontres en soins palliatifs. C'est mon médium en fait, le dessin. J'adore ça, c'est ma manière de m'exprimer, j'ai toujours dessiné. Donc non, c'est pas arrivé avec ma découverte des soins palliatifs et les rencontres que j'ai pu y nouer. Mais disons que j'aimais l'idée d'envisager ces rencontres que je dessine comme un album photo. Le but, c'était de figer ces moments quelque part, comme des souvenirs, pour pouvoir y revenir. Finalement, quand on perd quelqu'un, quand on perd un proche, un parent, un enfant, peu importe, on a toujours quelque chose auquel se rattacher, un petit souvenir matériel. Moi, quand je perds un de mes patients, j'ai rien en fait, à part mes souvenirs. Et donc, ma manière de garder quelque chose, c'est de poser ces rencontres sur le papier, dans ces espèces d'albums photos que j'ai publiés, et de pouvoir y revenir quand j'en ressens le besoin. Vous êtes belge, vous le dites, hein, vous êtes né en Belgique, c'est quand même le pays de la bande dessinée. Est-ce que vous avez baigné totalement avec l'image de certains grands noms de la bande dessinée qui vous ont donné cette envie, qui vous ont guidé dans la façon que vous avez dessiné, ou pas du tout? J'ai appris à lire dans la bande dessinée. La première BD que j'ai lue, c'était un Tintin, forcément. Oui. Il y a tant d'auteurs
qui m'ont inspiré, une des BD que je porte haut dans mon cœur, et je trouve même triste qu'on prenne son œuvre comme quelque chose de très puéril, c'est Le Cosmo Schtroumpf par exemple. C'est pour moi une des plus belles BD sur le thème de l'amitié. Et donc c'est aussi un auteur, Peyo, qui m'a énormément inspiré, mais c'est des auteurs plus récents qui m'ont fortement inspiré dans ces récits d'accompagnement. Je pense à Fabien Toulmé, parce que ce que je recherchais, c'était quelque chose qui soit très efficace, qui aille à l'essence. J'avais pas envie de m'embarrasser d'un dessin trop compliqué, j'avais peur qu'en optant pour un trait plus réaliste, je plombe le propos. Et c'était justement ce que je voulais pas. Je voulais quelque chose qui soit vivant, quelque chose qui soit dynamique. C'était assez ambitieux en fait d'envisager de raconter des récits de fin de vie avec un trait aussi caricatural, celui vraiment dans la tradition de la BD franco-belge. Mais c'est ce que j'avais envie de faire en fait. Finalement, raconter la fin de vie de façon extrêmement vivante, extrêmement joyeuse aussi, parce que c'est le cas. Le corps est questionné, je trouve, le corps, le rapport entre l'autre. Vous parliez des mains tout à l'heure, vous parliez de votre grand-mère Nénène, vous étiez très souvent à vous caresser, à lui caresser les mains. C'est ce que vous faites avec certains de vos soignés. Il y a un monsieur en particulier qui a perdu l'usage de ses jambes, qui est en train de perdre l'usage de ses mains, et vous le touchez beaucoup. Il tente vraiment de continuer à toucher. Je trouve qu'il y a quelque chose effectivement de très dans le sens, le sensuel, dans ce très joli sens de ce terme-là. C'est ce que vous tentez de nous raconter, c'est ce qu'il reste encore de sensoriel, de sensuel, même à la fin de vie dans les soins palliatifs. En fait, on dit tout le temps que 80% de la communication passe par le non-verbal. Et on peut dire tellement de choses à travers un regard, à travers un sourire, à travers simplement le fait de se prendre les mains. Oui, le sens du toucher, c'est un sens qui est primordial dans mon métier. Je ne pourrais pas travailler sans mes mains. Une main, ça peut faire tant de choses. Ça peut réconforter, ça peut soulager, ça peut soutenir. Dans le cas de l'histoire de Nino, c'est un peu particulier, c'est lui en fait qui impose ce rituel très rapidement parce que à travers ces quelques minutes où tous les jours il saisit mes mains, il apprécie, il évalue ses pertes en fait. Il évalue s'il arrive encore à sentir mes mains, s'il arrive encore à les serrer. Et moi, en réponse à ce rituel, j'en instaure un autre, c'est celui du rasage, qui est pour moi comme une sorte de pansement. C'est-à-dire que tous les jours, il constate qu'il les ressent de moins en moins, il arrive de moins en moins bien à les serrer. Tous les jours, je me noie avec lui dans cette perte et dans cette souffrance qu'il exprime. Et je retombe dans un travers qu'on a tous, en fait. C'est que quand on identifie un problème, une souffrance, on veut tout de suite y apporter une solution. L'histoire de Nino, c'est l'histoire de tellement de deuil qu'au bout d'un moment, j'y arrive plus, en fait. Je me noie littéralement avec lui. Et donc j'impose ce rituel du rasage qui est finalement un moment où je prends soin de lui et où je tente, à ma manière, de lui faire oublier ses pertes. Alors qu'il n'a pas besoin d'être rasé, puisqu'il a... Alors qu'il n'a pas besoin d'être rasé, oui. Vous faites 1m93, vous êtes imposant quand vous arrivez, barbu, tatoué, vous n'avez pas du tout l'image qu'on pourrait se faire. Vous voyez ce que je veux dire de quelqu'un qui accompagne dans la douceur. Vous avez une voix, cela dit, très douce. Il y a ce paradoxe comme ça qui fait. Comment ça, c'est pas forcément raconté, quoique de temps en temps, on sent bien qu'il y a quelque chose dans peut-être l'étonnement qu'on peut avoir. Comment vous vous inscrivez dans leur vie? Comment vous arrivez comme vous êtes? Ou quand vous mettez votre blouse, vous changez un peu de personnalité ou vous restez toujours le même? Toujours avec cette envie de ne pas avoir un rôle? C'est assez paradoxal parce que j'envisage pas ça comme un rôle que je jouerais, mais en même temps, j'aime l'idée que dans chaque chambre, je deviens ce dont on a besoin, ce dont le patient a besoin. Moi, j'aime bien envisager mon travail comme à la manière d'un enquêteur, en fait. C'est-à-dire que je vais à la rencontre de personnes que je ne connais pas. Je tente de comprendre qui ils sont, qui ils ont été avant ce moment où on se rencontre, pour tenter de savoir quelle corde faire vibrer pour leur apporter toujours plus de confort, de plaisir et de vie, tout simplement. Et
Et donc oui, cette blouse, à la manière d'un costume peut-être, c'est ce moment où je tente dans chaque chambre de répondre aux besoins de l'autre, tout simplement. Est-ce que ça vous protège de la souffrance des autres? Vous avez fait 12 ans, c'est 12 ans de votre vie, vous allez reprendre, là vous aviez un petit peu arrêté pour ne faire que dessiner, il y a ce besoin, me disiez-vous, de retourner parce que c'est un métier que vous aimez passionnément. Nous, en vous lisant, on se dit que toucher de si près au quotidien, la fin de vie, donc la mort, c'est quelque chose qui peut aussi abîmer peut-être sa vie. Comment on se protège de ça? Mais je pense que j'ai compris très vite que la souffrance de l'autre ne m'appartenait pas. Donc c'est contre-productif finalement de souffrir avec l'autre. C'est ce qui distingue l'empathie de la sympathie. L'empathie, c'est vraiment la capacité de se projeter dans l'histoire de l'autre et de comprendre d'accueillir ce qui peut être source de souffrance pour lui. La sympathie, c'est littéralement se noyer avec l'autre, plonger. Et c'est ce que je raconte justement dans l'histoire de Nino, c'est à quel point parfois accompagner, c'est un vrai défi qui consiste déjà à faire en sorte de ne pas se noyer dans la souffrance de l'autre. Et parfois, c'est pas facile, et même avec 12 ans d'expérience, parfois je me surprends en fait à pas y arriver. Mais oui, moi je suis dans l'accueil en fait, dans une forme d'accueil. J'accueille la souffrance de l'autre, j'accepte qu'elle ne m'appartienne pas et qu'elle n'ait souffrance que pour l'autre. Et je tente d'en faire quelque chose, de l'apaiser, de la soulager, de l'accompagner. Et aussi de rappeler peut-être à toutes ces personnes qui pensent que la vie les a déjà quittés, que la vie est là et qu'il y a un instant à saisir. Et c'est ce que vous faites effectivement. Alors ils sont plusieurs que vous avez réunis là, donc chacun a eu sa chambre, vous les avez accompagnés, ils ont des prénoms pour chaque petit chapitre, et le fait de les mettre dans un livre, finalement, vous les réunissez. Vous créez un lien entre eux. Le lien, c'est vous. Le lien, c'est effectivement la fin de vie. Le lien, c'est la maladie, même si ce sont des maladies chaque fois très différentes. Alors, vous mettez des mots. Certains sont en soins palliatifs à cause d'un cancer, d'autres sont là pour d'autres raisons. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, qu'en les mettant les uns derrière les autres, il y avait une histoire qui se racontait plus grande que leur propre histoire à eux, et que vous créiez quelque chose, un lien entre chacun? Effectivement, je suis un petit peu le dénominateur commun, on va dire, de toutes ces rencontres. C'est finalement mon histoire. On me reproche parfois On va y revenir parce que vous parlez aussi beaucoup de vous. On me reproche parfois de ne pas assez parler du travail d'équipe, de ne pas assez mettre mes collègues en avant. Et c'est pas une volonté de ma part, mais c'est juste que moi j'aime cette intimité avec l'autre. Ce moment où on est deux dans une chambre et où quelque chose se passe. Et je fais le constat en fait que c'est différent quand une collègue ou un collègue est avec moi. Et moi ce que j'ai vraiment à cœur de raconter, c'est ces moments qu'on vit à deux en fait, tout simplement dans l'intimité d'une chambre. Donc finalement, ces récits autobiographiques, c'est l'histoire de l'infirmier que je suis et de ce combat, de ce travail chaque jour pour tenter d'apporter un peu plus que simplement ce dont la médecine est capable aujourd'hui. Alors vous les mettez, vos collègues, en avant. Il y a 2 chapitres qui sont destinés à eux. Il y en a un où vous relatez ce qu'une de vos collègues raconte, le lien qu'elle a eu particulier avec un de ses soignés. Puis il y a un autre collègue que vous rencontrez de façon un peu rapide le temps d'une nuit de Noël, où vous passez tous les deux votre temps à ce moment-là, où c'est l'occasion pour vous aussi de parler un peu de vous et du rôle de papa, puisque vous venez d'être père, que c'est un peu... Même si vous aimez votre métier, au départ, le cœur un peu lourd de venir passer ce Noël-là alors que votre fille est à la maison, qu'elle est petite. Mais c'est l'occasion de partager et de mener une réflexion sur ce que vous aimeriez apporter à votre fille. Et vous dites finalement, ce que j'aimerais, c'est lui transmettre le goût de prendre soin des autres. Il y a déjà cette envie pour vous de transmettre ça à votre enfant. Est-ce que c'est essentiel et c'est une des premières choses qui compte pour vous, prendre soin des autres? Oui, en fait, déjà cette histoire, elle ne parle que de ça. C'est cette nuit partagée avec ce collègue aide-soignant
que je rencontre à l'occasion de cette nuit. On ne se connaissait pas avant. C'est une nuit où tous les deux, on a nos raisons d'être là et de ne pas vouloir être là. Moi, parce que ma compagne et ma fille m'attendent à la maison et fêtent Noël sans moi. Et lui, Constantin, parce que il a perdu son père un soir de Noël et que depuis, il n'a plus le cœur à fêter Noël. Et tous les deux, on se retrouve autour de ça. Et ça a été une nuit, un instant suspendu, où on a pris soin l'un de l'autre. Dans ces raisons qui faisaient que moi, j'avais pas envie d'être là et que lui n'avait pas envie d'être ailleurs. Et je pense qu'après, j'ai été confronté très jeune aux nombreux problèmes de santé de ma maman. Et ça n'a pas été facile pour l'enfant que j'ai été de voir ma mère souffrir, de ne pas comprendre exactement ce qu'elle avait, et surtout de ne pas savoir comment l'aider à cheminer à travers tout ça. Et je pense que ça a forgé très tôt cette envie de prendre soin d'elle, et de prendre soin d'elle différemment. Parce que la médecine n'a pas été très tendre avec elle. Et voilà, sur mon chemin de vie, mon parcours de vie, il y a plein de choses dans mon histoire personnelle qui ont fait émerger cette vocation en fait, pour le prendre soin. Alors on reste dans cette histoire personnelle parce que quand on lit ces histoires, certes ce sont des portraits de vos soignés, les chapitres portent leur prénom, mais vous êtes quasiment à chaque case. Vous dessinez, vous y êtes, et vous racontez des bribes de votre vie. Ça vient comme ça, de temps en temps. Donc il y a cette mère dont vous ne parlez pas, mais vous parlez du père. Et ce que vous dites sur le père, et c'est ce même soir du 24 décembre, vous dites à votre collègue, qui lui est d'origine roumaine, je crois, vous dites « Mon père, c'est compliqué, notre histoire est une sorte d'immense rendez-vous manqué. » Forcément, on ne le met pas de façon anodine, c'est là, c'est dans le choix que vous mettez là. Et je me dis finalement tout ce qu'il peut-être a choisi de faire, la rencontre avec les autres, le métier qu'on choisit de faire, et peut-être aussi très souvent, peu importe les métiers qu'on choisit de faire, très souvent lié à notre enfance, à des manques ou pas. Qu'est-ce que vous nous dites en disant ça ? C'est pas une séance de psychanalyse, non, mais c'est inscrit, c'est là, c'est raconté, ça dit beaucoup de choses, et ça dit aussi sur ce que vous faites. Oui, bien sûr. Et la première chose qui me vient à l'esprit quand vous me posez cette question, c'est un événement que j'ai appris il y a 2 ans et qui a ajouté une lumière supplémentaire à ce chemin de vie. J'ai appris il y a 2 ans, c'est un secret qui a été tué par ma famille pendant 37 ans, que j'aurais dû avoir une sœur jumelle, qu'elle est partie entre le 4e et le 7e mois de grossesse de ma maman. C'est une histoire assez dingue et je ne suis pas très adepte de pensée magique et de toutes ces choses-là. Je suis quelqu'un de très rationnel, de très cartésien, mais il y a quand même des choses folles dans cette histoire. C'est que elle est née dans l'hôpital dans lequel j'ai fait mes premiers stages en soins palliatifs. Et ce premier stage en soins palliatifs, c'est véritablement un des moments les plus forts de mon existence, de mes 39 années d'existence. C'est ce moment où j'ai véritablement le sentiment qu'en moi tout s'aligne, que je suis à l'exact bon endroit, à faire ce pourquoi je suis fait. Et j'apprends du coup, plus de 10 ans plus tard, que dans cet hôpital où j'ai accompagné mes premiers patients en fin de vie, finalement, 30 ans plus tôt, je faisais moi-même l'expérience de mon premier deuil, le deuil de ma sœur. C'est fou en fait, parce que je me rends compte que voilà, mon chemin de vie est parsemé de plein de choses, que ce soit l'accompagnement de mon arrière-grand-mère, que ce soit l'accompagnement de ma maman, que ce soit le deuil de cette sœur, qui a creusé un énorme vide, un sentiment d'illégitimité, de culpabilité, une espèce de profond sentiment de solitude toute ma vie, que je ne me suis jamais expliqué. Et le jour où on m'apprend ça, il y a tellement de choses qui
qui s'imbriquent, comme si ma vie était un immense puzzle dont j'arrivais enfin à rassembler les pièces. Et donc voilà, tout fait sens en fait. On aime dire qu'il n'y a pas de hasard, ben c'en est la démonstration peut-être. Ça veut dire aussi que finalement vous prenez soin des autres à travers votre métier, votre travail, mais qu'à chaque fois, vous avez en retour, on prend aussi un peu soin de vous. C'est-à-dire qu'il y a un vrai échange à ce moment-là, dans un moment particulier de fin de vie de certaines personnes, vous prenez aussi. Bien sûr, mais je pense, j'en suis convaincu qu'à travers l'autre, c'est souvent un peu de nous-mêmes qu'on soigne. Dans À la vie, je racontais l'accompagnement de Nani, une patiente qui symboliquement m'adoptait comme petit-fils. Et j'accueillais cette idée d'une part avec humour, je trouvais ça drôle, mais aussi avec beaucoup d'émotion parce que je venais de perdre mes 4 grands-parents sur un laps de temps assez court. Et c'est marrant parce que je pose cette histoire sur le papier, À la vie est publié en 2020, et entre 2020 et 2024, je me rends compte que des nannies, il y en a eu plein d'autres en fait. Alors, j'ai pas vécu d'histoire aussi extraordinaire avec les autres qu'avec Nani. Nani, pour situer, c'est une patiente à laquelle j'ai offert un dessin qui a demandé à être enterré avec. C'est une des histoires les plus dingues que j'ai vécues à l'hôpital. Mais en tout cas, cette idée d'accompagner l'autre, et à travers l'autre, de penser ses propres blessures, je l'ai vécu si souvent en fait à l'hôpital. Il y a autre chose de votre enfance que vous nous dites aussi. Il y a un des vieux monsieur que vous soignez, il n'est pas si vieux d'ailleurs, il a 50 ans. Et il vous rappelle un ami d'enfance à l'école primaire, et Maxime. Et vous vous rappelez que cet enfant, les autres enfants l'ont maltraité. Mais vous dites aussi que vous aussi, vous étiez un peu comme lui. Vous aussi, vous étiez pas forcément plus aimé que ça. Vous étiez très seul enfant. Il y a ces deux choses. Donc vous racontez que vous aussi, vous étiez un peu comme ça. Et vous vous rappelez de lui et de la maltraitance, finalement du non-courage qu'on peut avoir pour aider des enfants comme lui. Vous tentez de savoir ce qu'il est, de le retrouver. Vous retrouvez sa sœur, vous apprenez qu'il est mort d'un cancer. Ça nous dit, là encore, que l'enfance est déterminante. Et ça dit encore beaucoup de choses de vous, finalement, aussi, encore. La vie a été plus clémente avec moi, parce qu'aujourd'hui je fais 1m93, je me fais plus jamais emmerder par personne en général, et tant mieux. Mais l'histoire de Maxime, c'est une douleur que j'ai portée et que je porte encore aujourd'hui, profondément, viscéralement. Et oui, à travers l'accompagnement de ce patient que j'ai nommé Olivier, je me rends compte en fait qu'il y a un truc qui me dépasse quand je rencontre ce patient. Je vois un cube, 1m50 sur 1m50, tassé sur un lit, en tailleur, comme un enfant. Une position que les adultes n'ont pas trop, encore moins à l'hôpital. Et je vois dans le regard de ce patient un enfant de 8-9 ans, timide, pas assuré, il n'ose pas regarder le médecin dans les yeux, il est mal à l'aise, il ose à peine répondre à ses questions. Et c'est violent en moi parce que je vois ce patient et je me sens investi d'une mission, d'un devoir en fait de veiller sur lui et de le protéger. Et je me souviens qu'à l'époque, je me cherche presque des prétextes pour m'occuper de lui. Je passe devant sa chambre un nombre incalculable de fois en espérant capter un regard et pouvoir rentrer dans sa chambre, mener une discussion. Et le moment où je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est en train de me dépasser, c'est le jour où je ne travaille pas et que je me dis qu'en fait je préférerais être à l'hôpital et m'occuper de lui. Et je me rends compte qu'en fait ce patient génère beaucoup d'affect en moi, mais que ça devient presque douloureux. Et en creusant un petit peu, me revient le souvenir de Maxime, ce camarade de classe quand on était à l'école primaire, qui était quotidiennement passé à tabac en fait. Et puis vous racontez une scène qui est terrible aussi. Oui, et je pense que elle résume à elle seule les odieux traitements qu'on lui infligeait. Un après-midi, je me rends dans les cabinets de toilette de mon école primaire et j'entends un enfant pleurer à chaudes larmes. Et je me dirige en fonction du son, et quand j'ouvre la porte du cabinet de toilette, je le retrouve nu, en train de s'essuyer les fesses avec ses mains, parce qu'on lui a volé ses vêtements et son rouleau de papier toilette. Je suis sidéré et choqué
et j'en fais rien. Parce que je suis dans un tel état de choc, je me dis, waouh, mais comment on peut faire ça en fait? Que je fuis. Et cette culpabilité-là, je la porte pendant plus de 30 ans. Et à travers l'accompagnement de ce patient, d'Olivier, je me dis, il y a peut-être une opportunité d'enfin témoigner la solidarité que je n'ai pas réussi à témoigner à ce garçon quand on était enfant. Et donc j'entreprends de le retrouver sur les réseaux sociaux, et c'est là que je ne retrouve que sa sœur, et qui m'explique que les mauvais traitements ne se sont pas arrêtés à l'école primaire, et qu'au contraire ils ont amplifié, que ses parents ont fini par le déscolariser. Quelques années plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer contre lequel il s'est battu 5 années durant, et il est décédé. Et à l'époque, c'est très dur à encaisser, parce que je me dis, je ne trouverai jamais le moyen de lui exprimer simplement l'idée que j'étais pas d'accord avec les mauvais traitements qu'il a subis, mais que j'en faisais moi aussi les frais à un degré bien moindre que le sien, et que c'est pour ça en fait que je n'osais pas me positionner. Et finalement, c'est à travers cette histoire que je pose sur le papier que je fais, entre guillemets, la paix avec moi-même, parce que c'est la première histoire sur laquelle que j'ai entrepris de raconter dans Constellation. C'est une histoire que je voulais raconter depuis très longtemps, mais j'y arrivais pas. Et c'est ma microscopique pierre à l'édifice du combat contre la maltraitance, on va dire. Effectivement, et ça dit beaucoup. Preuve aussi que des dessins, comme vous dites, qui sont... c'est vraiment les personnes que vous dessinez, c'est les êtres humains, c'est les expressions peuvent dire beaucoup, et on peut raconter énormément d'histoires. Alors j'apprends que sur votre torse, il y a un ange pleureur, qui vient de la cathédrale d'Amiens. Je ne vais pas vous demander de nous le montrer, mais il dit beaucoup, cet ange-là. Et là aussi, c'est grâce à France que vous rencontrez, qui est très croyante. D'ailleurs, elle vous posez des questions par rapport à la religion, à la croyance. Et vous dites que cet ange, vous lui dites, cet ange qui pleure sur le temps qui passe, me rappelle que le tourment de la mort nous éloigne des plaisirs de vivre. C'est un ange qui m'a bouleversé. Non, c'est pas idiot en fait, mais c'est une petite statue toute ridicule dans la grande cathédrale d'Amiens. Et c'est ça en fait, c'est l'allégorie du temps qui passe, qui revient pas, et de ce petit angelot qui pleure sur l'idée que voilà, le temps passe, ne revient pas, et qu'un jour tout s'arrête. Et moi-même, ayant été un enfant terrorisé par l'idée de ma mort, cet ange me parle, parce que je me dis, en fait, tant qu'on se concentre que sur l'idée de notre finitude, on en oublie de vivre. Et finalement, c'est aussi une manière de résumer un petit peu mon travail au quotidien, c'est que tant que ces personnes se concentrent sur l'idée de cette mort qui se fait plus concrète et imminente dans leur vie, ils n'investissent plus le moment présent. Et moi, j'ose me concevoir comme celui qui essaye justement de les ramener sur ce chemin de vie. Ah ouais. Et France va vous offrir un ange qu'elle avait dans son tiroir. Mais avec France, vous posez une autre question, c'est qu'en fait, ce qui l'inquiète, France, qui est très croyante, c'est qu'elle ne souffre pas, qu'elle n'a pas mal. Elle dit, mais est-ce que c'est normal que je ne souffre pas? Elle s'en veut presque de ne pas souffrir. Ça fait partie d'une des questions, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, c'est-à-dire quand on est en soins palliatifs, on se dit que forcément on a mal. Et vous allez longtemps réfléchir, mais finalement à ce rapport-là, à cette question, et vous allez trouver une réponse à lui donner. Et vous lui dites finalement la question que vous vous posez, c'est aussi une souffrance, finalement, le fait de vous inquiéter, de ne pas souffrir physiquement. Là aussi, vous ouvrez une grande question sur le rapport à la fin de vie et aux soins palliatifs. C'est une histoire que j'avais à cœur de raconter, parce qu'elle m'a exposé à une question face à laquelle je me suis senti bien démuni, à la question de l'absence de souffrance. En général, les gens s'inquiètent plus de leur souffrance que de ne pas souffrir. France, c'est une petite dame qui n'a jamais connu les hôpitaux, elle n'a jamais eu de problème de santé, elle n'a jamais dû être hospitalisée. Et elle arrive dans mon service 2-3 semaines après le diagnostic de cette maladie incurable. Et elle s'étonne de ne pas souffrir. Elle est dans une forme de
de reconnaissance permanente de tous les bons soins que tout le monde lui apporte. Elle est très philosophe par rapport à l'idée de sa mort. Elle a accepté, il n'y a pas de souci Voilà. pour ça. Et puis elle est aussi très pieuse, donc elle a ses convictions et ces convictions la rassurent quant à l'idée de ce qui peut se passer après. Et je sens en fait que cette absence de douleur la questionne énormément. Et elle me dit un soir qu'elle se demande si c'est une bonne chose de ne pas souffrir. Parce qu'elle se demande si la maladie n'est pas une épreuve que Dieu met sur son chemin pour tester sa foi. Et qu'en acceptant de ne pas souffrir cette épreuve, elle a peur de lui porter offense. Et sur le moment même, ça aurait été tellement facile de lui taper sur l'épaule et de lui dire « mais non ». Mais sauf qu'en fait, je prends beaucoup de temps à observer France, à l'écouter, à tenter de la comprendre. Et en fait, je me rends compte que cette absence de souffrance physique génère une souffrance morale. Et c'est ça, en fait, tout simplement la réponse que je lui apporte le soir suivant. C'est que je lui dis très, très humblement que quand elle me dit qu'elle ne souffre pas, en fait, c'est faux. Elle souffre. Et je lui demande tout simplement si cette épreuve que Dieu met sur sa route, sur son chemin, moi qui ne partage pas cette conviction-là, quelle est ma place en fait là-dedans ? Qu'est-ce que j'en fais moi ? Est-ce que mon rôle, ce n'est pas justement de l'accompagner dans cette épreuve et d'œuvrer à ce que justement elle ne souffre pas ? Et c'est une histoire que j'aime beaucoup et elle est d'une complexité assez dingue, on pourrait en parler des heures. Oui, et on pourrait en parler des heures de chaque personne que vous avez accompagnée. Vous dites aussi que accompagner le deuil, c'est un des défis passionnants de votre métier. Quel est votre rapport à la mort, votre rapport à votre propre mort ? Je me suis posé la question tout du long. On a tous un vrai problème par rapport à ça. Enfin, tous, on ne sait rien, mais on est très nombreux. Et c'est vrai que vos ouvrages, vos dessins, se nourrissent de ça, de cette fin de vie, de cette question du deuil, donc cette question de la proximité de la mort. Est-ce que quand on fait le métier que vous faites, et puis quand en plus on creuse encore plus en dessinant ce qu'on fait, donc en analysant, en décryptant, en revivant ça le soir sur sa table de dessin, est-ce qu'on a réglé soi-même ses propres comptes avec la mort ? Ou au contraire, on a aussi un peu peur. Quel est ce lien que vous avez, vous, avec votre propre disparition ? Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du fantasme là-dedans, parce que, comme je me plais à le dire, je ne travaille pas avec la mort, en fait. Je travaille avec des personnes qui sont bel et bien en vie. Les personnes qui travaillent avec la mort, c'est les thanatopracteurs, les officiers de pompes funèbres. Moi, je travaille avec des personnes bien en vie, donc mon travail ne m'a pas apporté quoi que ce soit de plus sur les mystères de l'existence, de l'après. Ouais. Et je pense que la seule chose qui a modifié mon rapport à ma propre finitude, c'est le fait d'être devenu papa. C'est cette angoisse en fait de disparaître est devenue peut-être moins égoïste. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'idée de me détacher qui me fait peur, c'est l'idée de partir trop tôt et de plus être là pour elle. J'ai ce besoin viscéral d'être là pour elle le plus longtemps possible. Et donc cette angoisse s'est muée, on va dire, avec le temps. Mais non, le contact des personnes en fin de vie... c'est un contact avec des personnes qui sont encore en vie. C'est ça, il ne me renvoie pas finalement à l'idée... Alors si, bien sûr, d'une certaine manière, il me renvoie à la fragilité de la vie, à la précieuseté de la vie aussi, à cette idée que finalement, c'est important de célébrer les petites choses, d'investir chaque jour ces moments qui nous sont offerts. Mais encore une fois, voilà, ça a changé mon rapport à la vie et pas à la mort. Vous avez commencé à publier sur Instagram en 2017, publié physiquement dans des maisons d'édition en 2020. Ça ne fait pas si longtemps finalement. Vous avez pendant 2 ans là, fait que dessiner, en mettant tout petit peu de côté votre métier. Et là, vous allez y retourner parce que je disais tout à l'heure, c'est un besoin, ça vous manque ? Oui, mais c'est pas la même chose de faire face à ces démons toute la journée sur une tablette. Je suis pas la première personne convaincue par mon talent, donc je passe mes journées en fait à me maudire d'avoir le sentiment de faire de la merde, hein, soyons clairs. Et
Et parfois, ça me manque tout simplement de rentrer chez moi le soir et de me dire j'ai été utile à quelqu'un, j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. Alors, peut-être que je le fais à travers mes bandes dessinées, mais sauf que être auteur, c'est quand même passer 10 mois sur 12 dans une grotte. Et puis voilà, ce sentiment de reconnaissance, je l'ai à la table de dédicace quand je rencontre mes lecteurs et mes lectrices. Mais donc oui, ça me manque et je me rends compte que je m'accomplis à travers ça et je trouve ma valeur là-dedans. Il y a effectivement ce travail, on vous connaît pour l'instant par ce travail-là autour de votre métier. Vous dessinez d'autres choses et pas que ça. Ou pour l'instant c'est que ça, ou est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire tout autre, là maintenant? Ça va être compliqué de répondre à cette question, parce que là actuellement je suis en train de travailler sur ma prochaine fiction. Ouais. Et j'avais envie d'aller là où on ne m'attend pas forcément. Ça va être très compliqué de teaser, on va dire, cette prochaine fiction, parce qu'elle ambitionne quelque part de trahir le lecteur. Je pense que quand les lecteurs ouvriront cette BD, ils ne retrouveront pas forcément ce qu'ils connaissent de L'Homme étoilé. Et à un moment donné, il se passera un truc où ils diront « bah oui, forcément, ils pouvaient nous emmener que là ». Donc voilà. Mais moi, ce qui me passionne à travers mes récits, c'est la thématique du deuil, véritablement. Et je pense que le deuil est vraiment un processus qui est fascinant, qui est passionnant. Je pourrais passer des heures et des journées entières à en parler. Et j'ai aimé, en fait, dans ma production, le décliner sous différents regards. Dans mes récits autobiographiques, j'en parle à travers mon regard de soignant. Dans Je suis au-delà de la mort, ma première fiction, j'en parle à travers le regard de 2 patients. Et pour la prochaine, je ne vous dis pas, mais... Mais c'est quoi le deuil? Quelle définition vous donnez au deuil? Il y en a qui disent j'aime pas on dit aussi faire son deuil, etc. C'est quoi le deuil? Quelle est votre définition à vous? Le deuil, c'est quelque chose qui nous habite quasiment quotidiennement, en fait. La vie, c'est pas très gai à dire, hein, mais est une succession de deuils. De perte de quelque chose. Et on compose avec ça en permanence. C'est un équilibre qu'on cherche quasi quotidiennement. C'est pas quelque chose de très gai en fait, mais dans mon travail, je le vois comme un défi. Accompagner le deuil, c'est un défi. Moi, je trouve que c'est extrêmement stimulant d'essayer de comprendre où en est une personne sur le chemin de son ou de ses deuils, parce qu'on ne fait pas qu'un deuil, et surtout pas à l'hôpital d'ailleurs. Analyser voilà, dans ce que dit le patient, dans ce qu'est le patient, tenter de comprendre où il en est pour tenter de l'aider à continuer à avancer et idéalement viser une forme d'acceptation et de résilience. C'est ça mon défi au quotidien. Avec l'écoute, avec le soin qu'on procure, avec la proximité, avec l'humour, parce qu'on n'a pas assez dit aussi qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dérision, il y a beaucoup de joie. La musique est là aussi, il y a de l'humour, etc. Ça aussi, c'est important, cet humour qu'on peut mettre et cette légèreté qu'on peut aussi apporter. Oui, cette fantaisie, mais l'humour, c'est la vie, en fait, tout simplement. C'était important pour moi de ventiler à chaque histoire un petit peu plus longue par des récits beaucoup plus courts, beaucoup plus drôles, beaucoup plus impactants, parce que c'était une manière aussi de donner un aperçu assez fidèle et complet de toutes les émotions que peuvent habiter un service de soins palliatifs, tout simplement. Et bien sûr, il y a de la tristesse, bien sûr, il y a des moments de colère, bien sûr, il y a des moments de peur, des moments d'angoisse, mais il y a aussi des moments où on rit, et il y en a beaucoup. Alors, justement, les moments où on rit, à écouter Luciana, les pâtes sont vraiment pas bonnes. Hein, à l'endroit où elle est, d'ailleurs, c'est pas le seul. Donc, a priori, on mange pas super bien à l'endroit où vous travaillez. Donc ça, ce sont à l'hôpital de manière générale. Hein, qui le disent. Je vais vous poser 2-3 questions avant qu'on se dise au revoir. Indochine ou Queen? Queen. Quelle question. Je la pose, mais c'est très drôle. Il y a une scène extrêmement drôle. Je suis désolé, je n'ai absolument rien contre les membres d'Indochine, mais ça provoque une réaction épidermique en moi. Je n'aime vraiment pas ce que fait ce groupe et je ne veux pas leur nuire à travers ça. J'ai conscience que je vais devoir me heurter à leur horde de fans, mais je n'y arrive pas en fait.
Vous dessinez en musique ou vous dessinez dans le silence? Toujours en musique. Vous dessinez chez vous ou vous dessinez à l'hôpital? Je dessine dans un café. J'arrive pas à travailler chez moi. J'ai toujours besoin d'être ailleurs, en fait. Vous continuez à vous faire des tatouages ou c'est fini? Ah, je ressens moins l'urgence aujourd'hui de me faire tatouer. Parce que l'urgence, c'était quoi? C'était quelle urgence? De dire des choses, de se raconter? Bon, c'était juste ma jeunesse, en fait. C'est le fait qu'il y a un moment où moi j'ai grandi en voyant Axl Rose, qui a des tatouages horribles d'ailleurs, mais j'aimais cette idée en fait de faire de ma peau le musée de ma vie. Et donc je ne mets que des choses qui me racontent, qui ont du sens pour moi, des leçons, des choses assez abstraites, des choses qui ne sont pas lisibles au premier regard. Ah, même pas le prénom de votre fille? Et aussi, bien sûr, mais il n'y a pas que le prénom de ma fille dans le prénom de ma fille. Il y a aussi le prénom de ma grand-mère qui s'appelait Louise, et ma fille m'a fait le cadeau de naître le même jour qu'elle. Voilà, encore un des hasards de la vie. Mais donc aujourd'hui, oui, je ressens moins ce besoin d'absolument me mettre des dessins partout sur le corps. Donc voilà, je le fais quand j'en ai envie, mais c'est plus une urgence. Et vous allez avoir 40 ans, vous avez 39 ans, c'est ça? Pas gentil de me rappeler. Mais justement, quel rapport, justement, parce que quand on... J'ai l'impression, c'est peut-être moi, mais quand on dessine, ou quand on écrit, ou quand on raconte des histoires, il y a toujours un rapport au temps. On questionne le temps qui passe. En plus, votre métier, c'est ça. Quel rapport vous avez avec le temps qui passe? Oh, c'est intéressant comme question, ça. Dans mon métier, on a un rapport très particulier au temps. Et moi, j'aime envisager le temps comme un consensus d'équipe. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on court tout le temps après le temps, mais à partir du moment où c'est admis entre collègues dans une équipe qu'on ne peut pas refuser notre temps à un patient, le temps n'est plus un problème. Mais pour autant, au quotidien, j'ai l'impression de courir après le temps en permanence. Et celles et ceux qui ont un enfant comprennent pourquoi, en fait. Mais, Vous aimez notre époque? Vous aimez l'époque dans laquelle vous êtes? Non, pas du tout, non. Non, on vit dans un monde qui est inquiétant, qui est angoissant. Je me fais énormément de soucis pour ma fille. Ces petits poils blancs là dans ma barbe. Et non, je n'aime pas du tout l'époque dans laquelle on vit. Constellation, c'est bien sûr toutes ces étoiles qui sont parties là-haut, qui sont allées rejoindre votre grand-mère. C'est ça la constellation? Oui, c'est tous ces patients que j'ai accompagnés qui sont quelque part et que je fige, auxquels j'offre cette petite part d'éternité dans mes bandes dessinées. En tout cas, je me plais à le voir comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous.